Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Noëlle Cassan, que j'aime profondément, qui m'a donné des clés pour être plus puissante dans ma vie de tous les jours et plus à l'aise avec mes états émotionnels fluctuants. Noëlle, merci beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis vraiment très honorée de participer à ton podcast. Vraiment, c'est un honneur pour moi. C'est moi et j'ai l'impression d'accueillir une superstar. J'ai l'impression d'être accueillie par une superstar. Alors, la plupart des personnes qui me suivent te connaissent parce que j'ai beaucoup parlé de toi, mais est-ce que tu veux bien quand même te présenter avec tes mots et nous dire qui tu es ? Ouais, ben écoute, mon nom c'est donc Noëlle Cassan. Je suis moi-même, en tout cas j'essaie de l'être. Et dans mes fonctions, je suis thérapeute, praticienne en psychologie énergétique et surtout, j'ai envie de dire, un EFT. En tout cas, c'est l'EFT que je pratique depuis de nombreuses années maintenant, depuis plus de 15 ans. J'ai créé une école de formation pour justement les personnes qui ont envie de découvrir et de pratiquer cet outil. Puis voilà, j'ai une formation en coaching et j'ai diverses formations dans cette sphère-là. Voilà, je crée aussi des programmes en ligne pour accompagner les gens. Mon élan, c'est d'aider les personnes à vivre avec un apaisement émotionnel, ramener un apaisement émotionnel en eux, libérer les traumas, se défaire de conditionnement et participer à un monde meilleur. Et en fait, j'en ai eu moi-même tellement besoin que je crois que j'ai créé ce que j'aurais aimé avoir à mon service quand j'étais plus jeune. Comment t'as découvert tout ça ? L'EFT, notamment, je l'ai découvert à travers l'ostéopathie. J'ai commencé des études d'ostéopathie, j'avais une vingtaine d'années. Et à cette époque-là, j'étais terriblement angoissée et claustrophobe. J'avais tout un tas de phobies, mais notamment la plus forte était la claustrophobie. Et puis j'ai cherché des solutions. J'ai trouvé des débuts de solutions avec l'ostéopathie. D'abord, j'ai été cliente et puis j'ai suivi un enseignement, voilà, en ostéopathie et tout ce qui est thérapie manuelle. Qui m'a bien aidée, mais c'était pas suffisant. Donc j'ai cherché d'autres solutions, et puis j'ai rencontré l'EFT un jour, et c'est ça qui m'a vraiment libérée de ma phobie et de mes angoisses. Et puis j'ai pas arrêté après. Je m'en sers encore, pas tous les jours, mais au moins j'ai un outil simple, facile quand je vais être, je sais pas, triste ou découragée ou en colère, j'ai au moins le choix de baisser le volume de mes émotions. Je peux le faire ou pas. Mais maintenant, ça devient un choix de rester coincé dans un état émotionnel ou d'en sortir plus rapidement. Ça fait tellement de bien d'avoir ces outils dans notre besace. Tout à l'heure, avant de lancer le podcast, on se disait qu'on était chanceuse d'avoir commencé à travailler sur ces thèmes-là il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, quand on est dans la tempête avec ce qu'on vit mondialement, on peut se sentir vite dépassé. Et d'avoir ces outils-là, ça fait quand même drôlement du bien. Au moins,
j'ai la sensation de pas être impuissante. Tu vois, moi, ça m'a libérée d'un sentiment d'impuissance parce que parfois, on va se sentir profondément découragé. On peut avoir des injonctions. Il faut pas être découragé. Alors moi, je veux bien, mais comment on fait? Et une de mes solutions, c'est de faire un peu de EFT ou de faire des exercices de psychologie énergétique, et puis de bouger de cet endroit où le découragement existe. Et franchement, je le dis dans mes formations, mais je ne sais comment font les gens qui ne connaissent pas ces méthodes-là. Vraiment, c'est un mystère pour moi. Je ne sais pas comment je faisais. Enfin, je me rappelle que j'allais fort mal et que je savais pas quoi faire, justement. Après, comment font-ils? Les plus sensibles trouvent des palliatifs. Ça peut être des somnifères, des calmants, de l'alcool, différentes drogues. Chacun fait du mieux qu'il peut avec ses connaissances. Mais en tout cas, ce que je peux voir, c'est que les personnes qui découvrent ces outils sont beaucoup plus autonomes par rapport à leur état émotionnel. Et oui, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, je pense que, je me remercie d'avoir ces connaissances-là pour rester aligné dans la tempête, rester émotionnellement stable, en tout cas le plus stable possible, parce que quand il y a autant d'éléments anxiogènes et tellement de chaos, il faut bien trouver des solutions pour pas sombrer, pour pas boire la tasse, quoi. Exactement. Oui, comme tu disais, exactement. Moi aussi, avant l'EFT, c'était les somnifères et les anxiolytiques et les crises de panique. Et aujourd'hui, je sais pas, je fais peut-être 1 ou 2 crises de panique par an quand il se passe quelque chose de vraiment terrifiant, tu vois. Mais aujourd'hui, je vais plus dans ces extrêmes-là, en fait. Il y a des fluctuations émotionnelles qui sont gérables. Ça change tout. C'est un cadeau pour toute la vie. Une fois qu'on l'a appris, c'est absolument extraordinaire. Et ça devrait s'apprendre à l'école. Ça devrait s'apprendre partout. Ça devrait s'apprendre dans les familles. Être parent, c'est quelque chose qui est très difficile. Moi, je suis pas parent, mais je vois bien ce que peuvent vivre des parents. Et un adulte qui sait et qui arrive à gérer ses états émotionnels apprend ça à ses enfants, pas parce qu'il lui explique, mais parce que il le vit et que l'enfant voit. Ah quand je suis en colère, je peux m'apaiser. Quand je suis découragée, je suis pas obligée de rester coincée dedans pendant 8 jours. Donc il y a l'enseignement comme ça dans les familles. Et ce qu'il y a de merveilleux avec ces techniques, c'est que c'est vraiment des outils pour gérer les émotions. Et une émotion, c'est pas une maladie, c'est juste des ressentis qui émergent comme ça, selon les déclencheurs qu'il peut y avoir à l'extérieur. J'assiste à un accident de voiture, ça peut profondément me troubler, voire me traumatiser. Ça peut être un outil de coaching. Les coachs qui vont accompagner des clients sur des objectifs ou pour atteindre des états désirés. C'est un merveilleux outil. C'est un outil de thérapie quand les personnes sont thérapeutes. La palette de l'utilisation est extrêmement large. Je connais des dentistes qui apaisent leurs clients en faisant quelques rondes de EFT. Je connais des chirurgiens des anesthésistes qui avant l'opération la palette est tellement large que ça n'est merveilleux. C'est génial. Des sportifs aussi. Des sportifs pour s'apaiser et se mettre dans un état d'alignement avant les compétitions. De toute façon, on s'intéresse à l'émotionnel et l'émotionnel, il y en a absolument partout. Quand les gens disent dans les sociétés, il n'y a pas de place à l'émotion, mais comment ils font? Comment on fait pour pas ressentir ce qu'on ressent spontanément? C'est pas possible. C'est une des clés. Ouais, c'est ça. Sinon, le risque, c'est de se déconnecter complètement de qui on est profondément. J'ai discuté
avec une infirmière qui connaît pas du tout ces techniques. Et elle dit, mais mon métier, il est tellement dur que je me blinde. Et se blinder, ça veut dire essayer de se dissocier, essayer de mettre de côté, de pas y penser, ou de devenir très dur, parce que voilà, il y a des personnes qui travaillent dans des conditions qui sont très très dures. Et notamment, je pense à un patient auquel elle s'attache qui va mourir, et puis c'est pas qu'une fois, c'est régulièrement. Donc les personnes se disent, mais moi je veux plus m'attacher, je veux plus aimer les gens, je veux plus aimer parce que ça fait trop souffrir. Donc moi j'ai vraiment à cœur de transmettre ces outils-là, parce que je suis convaincue que ça amène plus de conscience, ça fait plus de place à la conscience, à qui on est, comment on fonctionne, et on n'est pas obligé d'être la victime de nos émotions, tu vois. On n'est pas obligé de subir comme une météo. Alors, la météo, elle existe toujours, hein. C'est pas de l'hypercontrôle. J'ai l'impression que je parle de l'hypercontrôle alors que c'est pas du tout ce que je vais faire, mais j'ai un événement qui m'arrive, je vais être profondément triste, et puis je vais pouvoir m'accompagner moi-même dans cette tristesse. C'est pas devenir insensible, et c'est pas je tapote et ça passe. C'est s'accompagner dans un processus, le processus de la vie, où les émotions sont et seront toujours présentes, à moins de devenir un psychopathe complètement déconnecté de ses émotions, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Non. Tu sais, on est quand même bizarrement faits, les humains. C'est Olivier Clerc qui dit que si on se fait attaquer dans une ruelle le soir tard et qu'on se prend un coup de couteau, on va aller à l'hôpital faire soigner sa blessure et puis porter plainte. Mais si on se fait attaquer émotionnellement par quelqu'un, bien souvent, on va rester comme ça en train de pleurer et attendre que la personne vienne s'excuser. Tu vois, de ce qu'on a vécu comme une attaque. Au lieu de se ramasser et de s'emmener à l'hôpital pour soigner ses blessures émotionnelles. Tu vois, comme on prend les choses physiques et les choses émotionnelles de façon différente. Oui, parce que je pense que ça vient de l'apprentissage que l'on fait tout petit. De comment l'enfant que l'on a été, et les enfants, comment ils sont amenés à gérer leurs émotions. À travers il faut pas pleurer, il faut être fort, il faut pas ceci, il faut pas cela. Il y a beaucoup de blessures. Ça provoque des blessures, et ça provoque aussi un système où il faut bien s'adapter. Il nous faut des clés, et malheureusement, les clés que l'on donne, ça va être de la contrainte, de la soumission, être la victime. Alors, se sentir victime, c'est parfois on est vraiment victime, comme tu disais, d'une agression. Donc, reconnaître cet état de victime. J'ai été agressée, j'ai donc été la victime de mon agresseur, mais ne pas rester coincé là, tu vois. Effectivement, poser des actes pour aller guérir la blessure que ça m'a causée et reprendre mon pouvoir, reprendre ma puissance. Ouais, c'est ça. En ce moment, il y a un grand sentiment de désempuissancement, justement. Est-ce que toi, tu observes ça chez tes clients, les personnes que tu formes? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de collectif qu'on est en train de vivre, qui est fort? Au niveau du collectif, ce que je peux observer, c'est un immense chaos. Je pense qu'on vit une époque de profonds changements. Enfin, je l'observe plus que je le pense. Les choses sont vraiment en train de changer. Et avant le changement, c'est le chaos. Tu vois, c'est comme quand on veut faire un grand ménage dans sa maison. Il y a une phase où c'est beaucoup plus en bordel qu'avant de commencer. Et là, j'ai la sensation qu'il y a des incohérences et énormément de chaos, et c'est très anxiogène. Maintenant, il faut comprendre que c'est une phase et que de toute façon tout change. Donc même ça aussi, ça va changer.
Mais cette phase de chaos, oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment anxiogène. On a des informations de toutes parts qui se contredisent dans tous les sens. Et ce qu'il faudrait arriver, enfin, ce qui est aidant pour les personnes est nécessaire à mon sens, c'est de revenir à soi, mais pas qu'avec le mental, avec ce que je ressens et pouvoir se faire confiance dans les ressentis. Mais ça demande un entraînement. Si on l'a jamais fait, je comprends que c'est très difficile de le faire actuellement. Qu'est-ce que je ressens, moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi et le collectif? Parce que je croise aussi des personnes qui font ce chemin, mais qui deviennent profondément égoïstes, tu vois, à force d'avoir été tournés que vers l'extérieur. Là, ils reviennent à eux et ils peuvent avoir des discours moi, moi, je, moi. Mais n'oublions pas non plus le collectif. C'est pas parce que je pense à une personne qui avait appris la communication non violente et donc elle était tout à fait au début de cet apprentissage et au début on est maladroit et donc elle disait alors je vais te dire quelque chose parce qu'il est bon pour moi que je te le dise sans se soucier s'il était bon pour moi de l'entendre, tu vois, et bon c'est des erreurs de débutants dans les différentes techniques. Donc il y a moi, mais il y a moi et les autres. Et ça, c'est pas facile au début, la dose. Ouais. C'est super important parce que, en fait, c'est souvent quand je regarde le monde, je me dis, bah, on pourrait mieux faire, en fait, avec tout ce qui existe. Mmh. On pourrait être responsable et en même temps, bien positionner la responsabilité, en fait. C'est-à-dire, pas être responsable des autres, mais être ensemble co-responsable de la santé en général. Tu vois ? C'est un équilibre. Ouais. Alors c'est pas un équilibre fixe, c'est comme une balance avec des plateaux. Il y a une recherche d'équilibre avec un mouvement à l'intérieur. Et dans ce monde, il existe toujours deux faces à une même pièce. Il existe deux forces. Il existe la paix et la violence. Il existe la responsabilité et l'irresponsabilité. Tout ça, ça existe. Il faut pouvoir composer avec, en se disant que si on peut se mettre dans la voie du milieu, dans cet équilibre, alors les choses sont beaucoup moins anxiogènes et beaucoup moins perturbatrices en réalité. Et quand on voit qu'on a perdu cet équilibre, eh bien, on chemine pour le retrouver. Il y a, je vois qu'il y a beaucoup de personnes, mais je pense que ça vient de l'éducation. Je peux voir beaucoup de culpabilité et amener la conscience que la culpabilité et la responsabilité, c'est vraiment des choses très différentes. Et parfois, les gens confondent la culpabilité et la responsabilité. On n'est pas coupable de ce que l'on ne sait pas, par exemple. Ressentir un sentiment de c'est de ma faute, c'est tout ce critique intérieur, j'aurais dû savoir, j'aurais pas dû réagir comme ça. Et une grande clé, c'est avoir conscience qu'on fait toujours de son mieux, avec les moyens qui sont les nôtres, au moment où j'ai eu à agir, par exemple. Et voilà, je fais du mieux que je peux au moment où j'ai à affronter telle ou telle chose. Et amener de la douceur envers soi-même. Tu parlais d'Olivier Clerc qui fait un magnifique travail sur le pardon. Se pardonner nos erreurs et avoir cette conscience, mais en vrai, je fais du mieux que je peux. Ouais. Et parfois, je me trompe. Je peux juger que là c'était une erreur, mais une erreur, un accident n'est pas un acte
volontaire de nuire à soi-même ou aux autres. Mais on est responsable. Être responsable, ça veut dire qu'on a la capacité de réparer, qu'on a la capacité de rectifier ce qui doit l'être. Et sortir de cette posture de victime vis-à-vis de soi-même aussi. Hein. Victime, on se sent victime beaucoup en ce moment de ce qui se passe. Comment on fait pour se choper quand on se sent dans une posture de victime pour pouvoir revenir dans une forme de puissance personnelle? Parfois, on va être victime d'un événement. Comme tu disais tout à l'heure, je me promène dans une rue, je me fais agresser, je suis réellement victime de mon agresseur. Et enfin, moi, je crois pas à la pensée magique que tout ce qui m'arrive est de ma faute, tu vois. Il y a des personnes qui tombent dans l'excès de ça en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter d'avoir été agressée. Je pense que parfois il y a des événements qui arrivent et j'ai à les traverser. C'est de ma responsabilité de les traverser. Chaque fois où je me dis j'ai pas le choix, je suis dans une position, je peux être dans une position de victime. Il y a énormément d'endroits où on peut dire j'ai pas le choix, et si on regarde bien, on a le choix. Maintenant, on fait pas certains choix parce que les conséquences de ce choix ne nous satisfont pas ou pas assez. J'ai pas le choix. Moi, j'ai cru très longtemps que j'avais pas le choix. J'étais dans un boulot que je n'aimais pas et je disais j'ai pas le choix parce que j'ai un loyer à payer et si je quitte mon travail, je pourrais plus payer mes emprunts. Et ce que je ne voyais pas, c'était que j'avais un besoin. Ce besoin, c'était de payer mes emprunts. Et la stratégie que j'avais mis en place, c'était cet emploi salarié. Et je me disais, j'ai pas d'autre choix. Les gens à l'extérieur me disaient, mais si, t'as le choix. Et moi, je leur disais, mais non, tu comprends rien, tu vois bien que j'ai pas le choix. Mais je le voyais tellement comme ça que je voyais absolument pas ce que les gens me montraient. Donc peut-être plus d'écoute de ce que les gens perçoivent et que on ne perçoit pas soi-même. J'arrivais pas à voir ce qu'ils me disaient, ce que eux voyaient. Ils me disaient, mais si tu pourrais trouver un autre travail. Mais non, parce que d'abord je croyais que j'avais pas grande valeur, donc j'avais déjà bien de la chance d'avoir un emploi, tu vois. C'était ma perception, et les gens voyaient que si en cherchant je pouvais très bien trouver un autre emploi. Donc peut-être écouter, le monde est un miroir, donc les gens qui vous montrent notre point de vue, l'écouter avant de le rejeter, et puis se raconter un autre scénario possible. Plutôt que de voir qu'une seule façon de nourrir son besoin, peut-être qu'il y a d'autres façons. Et commencer à s'habituer, s'entraîner, à regarder plusieurs possibilités. Et ensuite, dire, je choisis de rester dans cet emploi, même si je l'aime pas, parce que aujourd'hui, je fais ce choix-là. Plutôt que de dire, j'ai pas le choix, je suis coincé, je suis bloqué. Et ça va ramener beaucoup de puissance personnelle. Il y a des gens qui vont choisir en conscience, de rester dans un emploi. C'est un choix. De toute façon, un non-choix, c'est déjà choisir. Je choisis de pas choisir. Quand j'ai à faire des choix et je sais pas quoi choisir, je me dis, aujourd'hui, j'ai choisi de pas choisir, je verrai demain. Et faire des choix, c'est aussi faire des choix avec sa tête et son corps et son cœur.
Parce que si on réfléchit qu'avec sa tête, qu'avec le mental, on est très vite bloqué. On peut très vite avoir cette sensation qu'on n'a pas la solution. Mais si on s'apaise et qu'on laisse émerger des solutions, donc de notre inconscient, si on se connecte à notre ressenti, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que si je choisis cette voie-là, comment je me sens? Que dit mon corps? Et jouer avec cette façon, que dit mon cœur, que dit mon corps, que dit mon mental. Et il y a un exercice qui peut être fait, c'est je pose ma main sur le cœur et je pense à un choix. Par exemple, est-ce que je décide de faire ce voyage? Donc je vais poser la main sur le cœur et je me dis, voyons, je me projette et je fais ce voyage. Que dit mon cœur? Et puis je vais rester un petit moment là, avec la main sur le cœur, juste avec la question, juste avec cette projection. Je m'imagine en train de faire ce voyage. Que dit mon cœur? Ensuite, je peux poser la main sur mon front et la même chose. Je me projette, je fais ce voyage. Que dit ma tête? Que dit mon mental? Alors mon mental, il peut me dire, c'est quand même une dépense forte. Je peux pas me le payer, ou ça serait vraiment stupide de dépenser tout cet argent pour ce voyage. Puis je reviens au cœur. Que dit mon cœur? Ce voyage. Ah oui, mais ce voyage, ça va tellement me nourrir, ça va m'apporter tellement de joie, tellement de bien-être. Puis je repasse à la tête. Que dit ma tête? Et petit à petit, faut prendre le temps aussi de faire cet exercice, peut-être sur plusieurs jours. Et petit à petit, je vais pouvoir m'aligner, la tête et le cœur vont s'aligner sur un choix qui paraît le meilleur. Et là, je fais ce voyage ou pas. Et c'est un choix que je vais assumer. Ça fait du bien. Et tout à l'heure, avant qu'on lance le podcast, tu as dit quelque chose, c'était parfois on ne sait pas pourquoi on fait des choix, parce que ça fait pas sens tout de suite. Mm-hmm. Mais plus tard, ça fera sens. Et je pense que le mental, il peut pas se saisir de tout ce qui va se passer parce que on n'a pas cette capacité-là, en fait. On n'utilise qu'une toute petite partie de notre cerveau. Et on peut pas savoir, en fait, le pourquoi du comment on a fait ce choix-là. C'est plus tard, quand on fera la rétrospective. Exactement. Mais tu sais, un choix, ça peut être juste une intuition. Et c'est un entraînement aussi. Écouter son intuition, le noter. Tiens, ça, je le sens pas. Au départ, on peut avoir peur parce que c'est pas rationnel. On peut avoir peur de suivre son intuition et s'apercevoir petit à petit que tiens, là, j'ai pas écouté mon intuition, mais mon intuition était bonne. Et le noter, avoir un petit carnet, et c'est comme ça qu'on va travailler son intuition et petit à petit s'apercevoir qu'on peut davantage se faire confiance. On n'a pas besoin d'avoir toujours l'accord du rationnel et du mental pour faire des choix. Moi, je peux aujourd'hui dire, je choisis ça, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison, je le sens pas, ou je le sens comme ça. Et les arguments qu'on va me donner à l'extérieur, je peux les écouter, mais tout de suite, je reviens à ce que je ressens, moi, pour moi, et je me dis non, je comprends tout à fait tes arguments, ils sont sensés, je les comprends, mais malgré ce que je viens d'entendre, quand je me connecte à moi, à mon cœur, à mon corps, je continue et je persévère sur ce chemin-là parce que je le sens comme ça. Et c'est prendre des risques, au départ en tout cas, et ça développe le courage, et le courage, on en a bien besoin. C'est une grande ressource, le courage. Le courage, ça veut dire faire les choses même si on a peur. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si les humains commencent à récupérer plus de cette connexion en fait à leur intuition, leur courage, leur pouvoir intérieur? Qu'est-ce que tu crois qu'on va pouvoir créer?
Je pense que récupérer ce pouvoir, c'est récupérer de la conscience. Je pense que aujourd'hui, c'est plus une option. Pour créer un monde meilleur, ce qui est mon souhait depuis que je suis sur cette planète, créer un monde meilleur, ça nécessite plus de conscience de soi, de l'autre et de soi. Plus de conscience amène plus de pouvoir. Enfin, le pouvoir sans la conscience, c'est dramatique. Ça amène des drames. Et avoir accès à plus de conscience de soi, de l'autre, de la nature, des animaux, ne peut amener qu'un monde meilleur, un monde dans lequel l'humain va revenir à une plus juste place. Moi, je considère que les animaux, ce sont des gens. C'est encore loin d'être le cas dans ce qu'on manifeste. Je crois que s'il y a que 3-4 ans que les animaux sont considérés comme des êtres sensibles et plus comme des meubles. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais je pense que quand on va retrouver la conscience de sa place dans la nature et sur cette planète, on va retrouver, je sais pas, le paradis perdu peut-être. J'ai hâte. J'ai lu un livre d'Anita Morjani. Son titre c'est et si le paradis, et si c'était ça le paradis. Et ce qui m'a beaucoup émue dans ce livre, c'est qu'elle dit le paradis c'est ici et on en fait un enfer. Mais le paradis c'est ici. Si on ouvre les yeux, si on regarde autour de nous, c'est paradisiaque cette planète. On en fait un enfer, mais c'est paradisiaque. Les oiseaux, la beauté de la nature, l'intelligence de comment tout fonctionne. Mais c'est un vrai paradis. L'amour, c'est notre nature profonde. Donc, mis à part ceux qui ont des maladies psychiatriques, ils sont pas si nombreux, on devrait pouvoir les gérer. Mais le paradis, c'est ici. Clairement. Donc peut-être qu'on va retrouver ça. Je le souhaite en tout cas. Ouais. Je nous vois comme des jardinières et des jardiniers qui allons nous occuper du paradis avec attention, avec soin. En tout cas, ça passe vraiment par soi parce que je m'aperçois que je crée mon propre enfer et je crée aussi du chaos et de la dissonance. La conscience, c'est avoir cette capacité de s'en apercevoir et de cesser dans la mesure du possible. D'où les tappings, le FT et autres les méditations, et pour revenir à quelque chose de plus doux et de plus juste et de plus cohérent. Donc, je ne dis pas que les autres créent un enfer sur cette planète. J'y contribue. La conscience, c'est en avoir conscience, justement. Tiens, là, j'ai créé du chaos. Tiens, là, j'ai moi-même contribué à de la dissonance. Et dans quelle mesure je peux cesser de le faire, réparer et contribuer à plus d'harmonie et plus d'équilibre. Et ça vient avec le sentiment de devoir être un être plus responsable. Et être responsable, ça fait aussi un peu peur. Ça fait peur, et puis c'est pas évident, tu vois. Je vois bien que, tu vois, sur mon bureau, j'ai une bouteille en plastique. Bon, cette bouteille, elle n'est pas arrivée par hasard, je l'ai achetée. Et c'est du plastique jetable. Donc, je contribue à la pollution de cette planète à travers une bouteille en plastique jetable. Ça me fait pas plaisir parce que c'est contre mes valeurs. Mais je me suis aperçue que je l'ai encore fait. Donc, c'est diminuer l'impact
de la pollution de cette planète. C'est diminuer l'impact plus encore, y arriver mieux, mais aussi, pour ceux qui connaissent l'EFT, revenir à même si j'ai acheté une bouteille en plastique, et c'est contre mes valeurs, je m'aime et je m'accepte. Pas créer en moi, en plus du rejet, de la critique, voire une punition, voire de la honte, parce que, oui, j'ai acheté une bouteille en plastique, et je l'ai fait pour tout un tas de raisons, mais c'est vrai que je l'ai encore fait. Et je parle de ça parce que je reçois des personnes qui sont tellement sensibles, ont envie ils partent sur des chemins un peu extrémistes. On n'a pas besoin d'extrémistes. Et petit à petit, tout les rend malades. Ils deviennent trop durs avec eux-mêmes et ils n'arrivent pas à tenir sur la longueur. L'acceptation de qui l'on est, c'est déjà un bon départ. Et petit à petit, la conscience va s'éveiller. Et au fur et à mesure que la conscience s'éveille, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et accepter que de temps en temps, ce que je viens de faire, ça rentre pas dans mes valeurs. Je sais pas si je suis très claire. Si. C'est pas rajouter par-dessus un nœud. En fait, pas faire un nœud à propos de ce qu'on vient de vivre. Juste accepter de l'avoir vécu et puis transmuter, en fait. Et puis après, on fait mieux la prochaine fois. Exactement. On fait mieux la prochaine fois, mais au moins, je fais les choses en conscience. Et je me cache pas derrière mon petit doigt. Je ne suis pas attaquée. Et ne pas s'attaquer soi-même. C'est-à-dire, tu vois, ça peut lancer dans des débats. Oui, t'as acheté une bouteille en plastique. Oui, mais tu comprends pas parce que là j'ai été obligée. Paf, ça y est, je retourne la victime. J'ai été obligée. J'y suis pour rien. C'est pas de ma faute. Ils ont qu'à pas fabriquer. Comme ça, j'en achèterai pas. Tu vois, renvoyer la responsabilité à l'autre. Alors, Coluche, il avait raison. Il disait et dire qu'il suffirait de ne plus acheter pour que ça ne se vende plus. Donc chaque fois que j'achète une bouteille en plastique, je contribue à ce que des fabricants en fabriquent. Mais en avoir conscience ne veut pas dire ressentir de la honte et du rejet. On peut aussi rester dans de l'acceptation de soi avec cette conscience que tiens, sur cette partie-là, ça correspond pas à mes valeurs et je suis en dissonance par rapport à ça. Et puis, choisir ses combats, on peut pas être de tous les combats. Moi, j'ai essayé, c'est épuisant et ça rend très très malade. Il n'y a pas de mauvais combat. Il y a des personnes qui vont lutter contre des choses, par exemple, qu'elles veulent voir disparaître. D'autres qui vont les ignorer pour les voir disparaître. J'ai pas de réponse. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Maintenant, je peux choisir moi mes combats et ma façon de réagir face à certaines choses qui me paraissent vraiment dissonantes, tu vois. Mais je parle de ça parce qu'il y a des comparaisons de causes. Les gens qui défendent les animaux, la cause animale, se font attaquer par d'autres personnes qui vont défendre la cause des enfants, par exemple. Mais tout est à défendre. Il n'y a pas un plus que l'autre. Que chacun choisisse l'endroit vers lequel il a plus envie d'œuvrer et que chacun fasse sa part. Ça passe par nous. J'ai beaucoup aimé une personne qui m'a dit « La planète n'a pas besoin d'être sauvée. L'homme a besoin de plus de conscience. » Et quand ça sera le cas, la planète, on n'a pas besoin de s'occuper de la planète, on a besoin de s'occuper de l'humain, de soi, de ramener plus de conscience. C'est exactement ça. Merci. Ça fait du bien de remettre les choses à leur place. Ouais. On m'a demandé en story l'autre jour quelque chose comme qu'est-ce que tu penses de la cause environnementale?
Et j'ai dit, bah oui, forcément, ça me tient à cœur, tout ce qui se passe dans le monde, et surtout, on voit bien qu'il y a eu des grands changements et que c'est pas prêt de s'arrêter. Mais moi, je préfère m'occuper des humains, parce que c'est les humains qui foutent le bordel. C'est ça. Après, Donc, oui, chacun occupe sa place en étant un gardien de quelque chose, quelque part, pour s'occuper de quelque chose. moi, on peut voir des personnes sur cette planète qui ont une conscience extrêmement éveillée, beaucoup plus éveillée que la mienne. Quand je regarde ce qu'ils font et comment ils le font, c'est extrêmement inspirant. Ça viendrait pas à l'idée à ces gens-là de jeter une bouteille de plastique à la mer ou de faire du mal à un animal ou de faire du mal à un enfant parce que ça va de soi. Il y a plus besoin de lutter et de combattre puisque ça va de soi. C'est fluide, c'est une évidence. Donc chacun sa contribution et chacun éveille sa conscience du mieux qu'il peut avec l'éducation qu'il a reçue, l'environnement dans lequel il est né. Chacun fait du mieux qu'il peut. Mais bon sang, éveillons-nous. Hein. Ouais, et tout est là. Tout est là avec. Avant, c'était pas tout à fait le cas. Avant 2020, eh ben, il fallait habiter dans tel endroit ou dans tel endroit pour avoir accès à quelque chose. Et puis, quand même, ça a accéléré les choses. La disponibilité des formations, il y a tellement de choses auxquelles on a accès maintenant depuis notre canapé. Exactement. Je crois que la non-connaissance est un choix aujourd'hui. Il y a 30 ans, quand j'avais acheté un livre, c'était très cher. Il n'y avait pas Internet. Donc toute la connaissance devait être acquise à travers des livres ou à travers la radio et la télé. Mais la radio et la télé, c'était un peu pauvre. Hein, on avait 3 chaînes. Et pour moi, le développement d'Internet avec toutes ces ressources gratuites, mais c'est dingue, tellement c'est magnifique. Tout est là. La non-connaissance, vraiment, c'est un choix. Comment les gens font-ils pour pas savoir aujourd'hui? Je sais pas, faut le faire exprès. Alors, je parle d'une certaine population, évidemment, qu'il y a des personnes qui sont dans des conditions matérielles par lesquelles elles n'ont pas accès à certaines ressources. J'en ai conscience, hein. Mais la majorité d'entre nous, en tout cas en France, on peut voir que la majorité, ils ont Internet. Ils ont en tout cas accès à des médiathèques où il y a Internet en gratuit, même s'ils l'ont pas chez eux. Donc c'est un élan comme ça, où tout est là. Il y a énormément de ressources gratuites, et tout ça, ça nous est donné. Et on peut s'en servir pour ouvrir les yeux. Après, ouvrir les yeux, ça pique, hein. Ça peut piquer un peu. Mais on tapote. Mais on tapote et je m'accepte. Et puis voilà. C'est pas parce que ça pique que le changement n'est pas nécessairement confortable, hein. C'est nécessaire et possible, mais on n'a pas dit que c'était toujours confortable. Non, mais derrière, c'est beau. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Noël ? Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait envie de poser là. Plus de conscience, se sortir au maximum de ce j'ai pas le choix. En tout cas, quand on le dit, s'entendre le dire. Tiens, encore une fois, je me dis que j'ai pas le choix. Est-ce vraiment vrai? Est-ce vrai? Est-ce que j'ai vraiment pas le choix? Ou est-ce que je fais ce choix-là? Peut-être que, parce que le choix que je peux faire aujourd'hui, les choix sont parfois limités, hein, mais c'est néanmoins un choix. Et puis, s'entraîner encore et encore et encore. Pour un monde meilleur, voilà. Comment on fait si on a envie de travailler avec toi ? Quelles sont les possibilités ? Apprendre auprès de toi, grandir avec toi. Écoute, aujourd'hui, j'ai
J'ai un centre de formation en psychologie énergétique, l'EFT et d'autres approches. Je donne ces formations en ligne. Les formations que je donne, je suis en présence, hein, c'est pas des vidéos à regarder. Il y a des vidéos à regarder, mais le cours est donné en direct. J'œuvre sur Paris, sur Toulouse et sur Montpellier pour les gens qui préfèrent le présentiel. Et ensuite, j'ai ouvert l'année dernière un programme qui s'appelle Vivre libre et où j'accompagne les gens sur un programme de 6 mois à travers la connaissance des chakras et la pratique de l'EFT et des visualisations pour changer l'impuissance en plus de puissance, libérer des traumas et récupérer. Je pense aux témoignages que les personnes ont fait en suivant ce programme. La quasi-totalité retrouve de la puissance, sortent d'endroits où elles sont agitées, elles se sentent perdues, et à travers ce programme, elles arrivent à retrouver de la force et s'apercevoir que elles sont maîtres à bord en fait. On est avec un libre arbitre dans un contexte sans jamais oublier les autres, et ce libre arbitre, très souvent on l'a laissé aller et on a donné du pouvoir à l'extérieur, et la quasi-totalité retrouve cette capacité de choisir, de poser. Il y a une phrase que j'aime bien faire tapoter, c'est « Mon corps et ma vie m'appartiennent ». Mon corps et ma vie m'appartiennent. Évidemment, je fais partie d'un contexte et d'un groupe, mais mon corps et ma vie, je peux choisir pour moi-même. Donc voilà, ce programme, il est en ligne et on le lance une fois par an et il dure 6 mois. Et c'est pareil, il y a une partie où les personnes reçoivent des exercices à faire chez eux tous les 2 jours. Et puis, pendant 6 mois, comme ça, on progresse ensemble. Il y a des directs, il y a des possibilités de questions-réponses. Et il y a un groupe aussi qui est créé, comme ça les gens peuvent s'entraider, se soutenir. La puissance du groupe est très importante. Mais moi, je suis admirative de la façon dont tu crées les communautés, parce qu'avec le congrès virtuel EFT, quand je vois aussi la communauté qui est derrière, de personnes qui veulent tous les jours reprendre plus leurs responsabilités vis-à-vis de leurs émotions, waouh, ça donne de la force d'être ensemble. Je pense que c'est essentiel. C'est essentiel. Je crée des communautés depuis très longtemps, depuis que Internet existe. Dès qu'il y avait une possibilité de créer une communauté, paf, je faisais un groupe et j'invitais les gens à nous rejoindre. J'ai moi besoin de faire partie d'une communauté. C'est essentiel pour moi. J'ai besoin d'être un peu seule. Je suis quelqu'un d'introverti, où j'aime bien ces moments où je suis toute seule et j'ai besoin de ça. Mais j'ai absolument besoin de faire partie d'une communauté. Et donc, je crée des communautés qui n'existent pas. Donc, on a créé une communauté autour de l'EFT. Là, j'ai créé une communauté autour de ce programme à travers un outil des chakras et de l'EFT. Mais ça commence à être une belle communauté autour de ce programme Vivre libre. J'aime bien. C'est plus que jamais d'actualité. En plus. Bravo et merci pour tout ce que tu crées et merci d'être là. Je suis formée en EFT auprès de toi et j'ai eu la joie de t'envoyer aussi beaucoup de personnes que j'ai accompagnées en individuel et que j'ai formées en coaching qui sont allées former en EFT auprès de toi. Tout le monde revient avec un sourire aux lèvres en disant « mais c'était merveilleux » et ils reprennent les autres niveaux avec toi. Ouais. Alors, merci pour tout ce que tu fais pour le monde, c'est tellement précieux. Vraiment, merci à toi d'adresser toutes ces personnes
Et j'appelle ça une formation, mais plus ça va, plus le temps passe, et puis j'ai des retours de personnes qui me disent mais en vrai c'est pas une formation, c'est un enseignement. Et bon, j'ai accueilli cette magnifique phrase, tiens, c'est pas une formation, c'est un enseignement. Et quand j'observe ce qui se passe pendant ces formations, effectivement, ça va au-delà. C'est aussi un enseignement. Donc c'est riche. Oui, c'est même une initiation personnelle, c'est quelque chose de très transformateur pour soi, c'est puissant. Je te remercie. Merci à toi. Merci de m'avoir invitée, c'était un délice. Pour moi aussi, tu es la bienvenue quand tu as envie. Merci beaucoup. Donc je mettrai le lien vers ton site internet et tes réseaux, et donc si vous voulez retrouver Noëlle, c'est Noëlle Cassan. Voilà. À bientôt Noëlle. À bientôt, merci Anne-Claire. Au revoir. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!